Salut à tous les gones, c'est Mika du 11 Lyonnais, j'espère que vous allez bien. Moi ça va moyen parce que l'OL s'incline contre le RC Lens, une défaite, une claque 3-0 et c'est comme ça, il n'y a quasiment rien à dire. Alors l'histoire du match elle est toute simple, on va aller vite, il y a très peu de surprises. On est en 4-3-3 qu'on a revu depuis quelques semaines avec Pierre Sage, donc 4-3-3 avec 3 milieux de terrain, Matic, point de basse, Mangala, Cacré, classique, et devant Benrahma, Nuama à droite et Orban en pointe qui supplée, Lacazette étant absent. Je trouve que l'OL fait une première demi-heure qui est relativement cohérente, pas brillante mais cohérente. On est bloc plutôt médian voire bas et on a eu 2-3 séquences de transition rapide sur Nuama notamment et Mangala et franchement ça se joue à rien qu'on mène 1-0 parce que l'OL a bien joué les coups sur 2-3 reprises, mais ce qui manque, ce qui pêche encore une fois, et c'est pas faute de le dire, hein, ça fait maintenant plusieurs débriefs que j'en parle en vidéo, c'est le dernier geste, la finition, la qualité du geste qui vient conclure l'action. Et là, on peut dire beaucoup de choses. Pour moi, c'est la leçon numéro 1 du match. Cet OL-là est un OL qui, techniquement, a encore beaucoup trop de déchets. Nuama, l'action qu'il a, elle est magnifique, elle part de loin. C'est un jeu en une touche rapide qui passe par Cacré, et très vite on touche Nuama qui accélère, qui prend l'espace, qui repique dans l'axe, et là il a un choix à faire, et le meilleur choix possible, je vous le mets à l'écran, évidemment c'est la passe en retrait, tout le monde l'a compris, choix qu'il ne fait pas. Alors cette action-là pour moi elle est très symptomatique des qualités et défauts de Nuama. C'est vraiment un joueur qui a des qualités intrinsèques énormes, il a un potentiel qui est très haut, très élevé, mais dans l'application du geste, c'est compliqué quoi. Il y a beaucoup de phases de jeu où je me dis mais mince, il y a un choix qui est tellement simple à faire et il peut le faire parce qu'il a vraiment toutes les qualités pour le faire, mais entre ce qu'il faut faire et ce qu'il fait, bien souvent il y a un écart qui est grand parce que Nuama est un joueur d'instinct qui a, je pense, un champ de vision assez restreint et quand il part en dribble tête baissée, malheureusement le champ de vision se rétrécit de plus en plus et il n'est pas lucide. C'est son problème. Il faut qu'il le corrige parce que là vraiment la balle du 1-0, il l'a, et ça doit faire but. Le 3 contre 2 que l'on gère très mal, c'est problématique, c'est criminel, parce qu'en fait, je pense sincèrement que, comme le dit Pierre Sage en conférence de presse d'après-match, si on met le 1-0, je pense que le match se goupille différemment, et je n'exclus pas une victoire, parce que vraiment, en transition, elle est très vite devant, on a su leur faire mal à 2-3 reprises, mais le dernier geste, ça manque, ça pêche. On ne peut pas comme ça avoir 2-3 situations et ne pas conclure, c'est impossible. Sur les 3 phases de jeu où on part en transition rapide, il faut en mettre au moins une, et je pense qu'à 1-0, le match n'est pas le même. Je pense qu'à 1-0, vraiment, on est plus serein, plus tranquille, et là, nos transitions en bloc médian, voire bloc bas, elles prennent tout leur sens au final, mais c'est ce qui manque. Et je pense que le tournant du match, c'est à la fois l'action de Nuama qui est très mal gérée, et aussi le poteau de Mangala qui malheureusement manque de réussite, poteau sortant quoi. Si l'un des deux buts est marqué, à mon avis, c'est pas la même histoire. En seconde mi-temps, alors on prend un penalty qui, certains diront, justifié ou pas, peu importe. Moi, je ne suis pas de ceux qui sont le FC ouin-ouin, pleurnichard. Le péno peut siffler comme ne pas siffler. Certains me diront, Mika, c'est d'abord poitrine, plus main. Bon, écoutez, si vous voulez, les mecs, moi ça me dérange pas de le dire, hein, pas de souci, mais pour moi, c'est pas un fait de match majeur. Ça peut siffler comme ne pas siffler, voilà, ça reste de l'arbitraire, c'est le match, c'est l'arbitre qui choisit, c'est lui qui décide, c'est lui qui juge l'action. C'est son rôle. Leçon numéro 2 du match, pour moi, c'est une défaite avant tout qui est tactique. Bien souvent, l'OL, quand il s'incline, perd parce qu'en face, il y a une qualité physique ou technique plus élevée. Là, pour moi, la défaillance, elle est avant tout tactique. Et j'en parlerai après, mais pour moi, Pierre Sage est responsable. Les choix qu'il a fait n'ont pas été bons. Et je n'ai pas envie de le tailler parce que vraiment, il fait un boulot remarquable depuis qu'il est chez nous. Mais sur les 2-3 défaites cinglantes que l'on prend, je pense au Havre, à Marseille au match aller, et là contre Lens, quand défaite il y a pour l'OL, bien souvent, Pierre Sage y est pour beaucoup. Et là, pas manqué, il est fautif, quoi. Les choix ont été assez absurdes parfois, et j'ai du mal à comprendre, en fait, sa lecture des matchs. Pour moi, le problème du match, c'est qu'on l'aborde sous un angle très défensif, trop défensif, et vraiment trop minimaliste. Pardon, mais quand on a sur le terrain des joueurs comme Nuama, comme Benrahma, comme Mangala, comme Matic, Cacré, je pense que techniquement, on doit fournir un match différent.
Là, c'est trop minimaliste. On peut pas comme ça attendre durant 3/4 d'heure que Lens se fasse la faute et en transition partir vite devant. C'est un plan qui est trop minimaliste, qui est vraiment rudimentaire. C'est très scolaire en fait. Je l'ai dit à de nombreuses reprises en débrief. Pour moi, cet OL-là est trop scolaire. C'est un jeu qui est convenu, qui est prévisible, qui est stéréotypé. On ne peut pas comme ça attendre en bloc bas dans nos 30-40 mètres et se projeter sur du 1 contre 1 avec Nuama ou Benrahma. C'est trop stéréotypé. Et en fait, on l'a fait 1 fois, 2 fois, 3 fois. On a eu 3 situations assez claires pour marquer le 1-0. Mais au bout de 4-5 fois, Lens a compris. Donc voilà, moi ça m'interpelle que Mangala sorte parce que c'est vraiment un des seuls joueurs qui apporte un petit peu de technicité, qui a cette capacité à apporter du lien entre le milieu et l'attaque. Lui sait le faire, et il sort très très tôt dans le match. Moi, ça m'interpelle. Et le pire, c'est même pas ça. Vraiment, le choix qui me pose le plus question, c'est quand Pierre Sage fait sortir Orban. On est à 0-2 dans mon souvenir. L'OL doit monter son bloc un peu plus haut, doit venir presser, doit venir chercher les Lensois dans leur camp, et on sort le seul numéro 9 valable de qualité de l'effectif. Pardon, mais moi, c'est un choix qui m'interpelle. Où est la logique ? On doit monter le bloc, on passe sur un schéma de jeu plus offensif, et tu sors ton seul numéro 9 qui peut, sur une course, créer le décalage, le mouvement, qui prend l'espace, qui est ton seul finisseur. Tu n'as que lui, et tu le sors, en fait. C'est incohérent. D'autant plus que Orban sort à l'heure de jeu pour faire rentrer 1/4 d'heure après Baldé, qui joue numéro 9. Donc, durant 1/4 d'heure, on joue 109, pour jouer 1/4 d'heure après avec un numéro 9. Quelle logique. Voilà, moi j'avoue que ce choix tactique, je n'ai absolument rien compris. Pour moi, il n'y a aucune logique. Tu fais le choix de retirer Orban, parce que oui, il fait un match moyen, et tu joues 109 durant 1/4 d'heure, donc tu perds littéralement 1/4 d'heure du match où il ne se passe rien, possession en U, ultra stérile, Cherki pour à droite, pour à gauche, et ça fait que ça, U, le U, tout le temps le U, mais il se passe rien. Et le match s'arrête durant 1/4 d'heure à l'heure de jeu. Moi, j'avoue ne pas comprendre. C'est un choix qui m'interpelle. Et c'est pas une première, hein, parce que Pierre Sage, je l'aime bien, c'est un homme extrêmement intelligent qui a des qualités de management assez évidentes. Mais par contre, dans la lecture des matchs, il y a des fois où je m'interroge. Je me dis, c'est bizarre, quoi. C'est pas très fluide. Il y a des choses qui sont un petit peu... qui posent question. Et ce qui fait qu'en fait, la fin de match ne ressemble quasiment plus à rien, parce que durant une demi-heure, l'OL est en 4-4-2, 4-2-3-1, avec Cherki qui rentre et qui joue très très haut en tant que numéro 10, 9,5, avec Benrahma à ses côtés, puis Baldé après. Et ça ressemble à rien. Ça ne ressemblait plus à rien. Et je pense que les choix de Pierre Sage ont littéralement déstructuré l'équipe. Alors, je pense qu'il fallait agir, il fallait faire du coaching, évidemment, il fallait changer quelque chose. Mais là, le changement est trop radical. Ces choix ont déstructuré l'équipe, et pour moi, ça paraît un peu dur ce que je dis là, mais c'est ce que je pense vraiment. Pour moi, le coaching de Pierre Sage a totalement flingué le match. Il a flingué le match parce qu'en fait, il a déconstruit l'équipe, il a rendu stérile nos offensives. Bref, coaching non pas gagnant, mais très très perdant de Pierre Sage. Et c'est vraiment le point qui, avec lui, me dérange le plus, c'est que lorsque l'OL perd, bien souvent, on perd, et pas qu'un peu, on perd vraiment nettement et sèchement. Rappelez-vous des matchs au Vélodrome, contre Le Havre, contre Lens. Quand défaite il y a de l'OL, c'est vraiment une défaite cinglante où vraiment on sent qu'il y a de grosses et de lourdes erreurs, y compris tactiques de coaching. Et bien souvent, malheureusement, quand défaite il y a de l'OL, Pierre Sage, il est fautif. Et pas qu'un peu. Autre leçon pour moi, les gones, c'est que Matic est essentiel à cet Olympique lyonnais-là. Alors, c'est pas une nouveauté, je n'apprends rien en vous disant ça. Je l'avais évoqué en débrief, rappelez-vous, j'avais dit... Alors, c'était un petit peu un pari, une opinion de ma part un petit peu risquée, mais je le pensais vraiment. Pour moi, l'emprise technique qu'on a vue durant les matchs récents de l'OL contre Nice, contre Montpellier par séquence, contre Lille aussi par séquence, pour moi, l'embellie technique, la maîtrise technique que l'OL a montrée sur quelques bribes de match, elle est avant tout et surtout due à Matic. Je ne dis pas que tout se résume à lui, mais je pense que l'apport de Matic est pour beaucoup dans l'emprise technique qu'on a pu démontrer au cours des matchs récents, et donc des points qu'on a pris au cours des matchs. Et pas manquer, quand Matic est en difficulté, c'est tout l'OL qui tremble.
malheureusement. Et en fait, le plan de jeu de Francaise, il est à la fois simple, mais cohérent et intelligent. Ils se sont dit, les Lensois, un truc tout simple. Ils ont vu les matchs, comme nous, comme vous, comme moi, comme tous les supporters de l'OL, et ils ont fait le constat suivant. L'OL base sa première relance quasiment systématiquement sur Matic. C'est le joueur qui prend le ballon défensivement, et sur une passe cachée, sur une micro-passe, une passe verticale, une passe presque parfois dissimulée, va créer le décalage et être le premier relanceur, la fameuse première rampe de lancement de l'OL. Ça, Lens l'a compris, Francaise l'a très bien compris, bien assimilé, et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Eh bien, ils ont fait un truc tout simple, qui je pense se répétera à l'avenir pour les équipes qui vont jouer l'OL. Ils ont mis au marquage sur Matic un joueur qui, durant tout le match, est venu le harceler, le presser, le gêner à la relance et pas manquer. Ça a marché. C'est Pereira da Costa qui a eu ce rôle-là côté lensois. Il a fait un match énorme dans le volume défensif, dans la rigueur tactique. Vraiment, Pereira da Costa a été le joueur qui, à lui seul, a totalement foutu en l'air la rythmique de l'équipe de l'OL en fait. Et comme l'OL a un plan de jeu quand même qui est très très lisible, à savoir possession plutôt stérile où Matic temporise, dicte le tempo du match, comme on est très lisible, le plan de jeu pour contrecarrer l'OL devient lui-même très lisible. C'est tout simple, mais si tu mets quelqu'un sur Matic qui durant 1 heure va le chatouiller, le déranger, le fatiguer, l'empêcher de se retourner, je pense qu'en faisant ça, t'as fait quasiment les 3/4 du chemin pour battre l'OL. Le RC Lens, c'est un club que je vois tous les week-ends jouer en Ligue 1 et en Coupe d'Europe aussi. C'est un club qui, dans ma famille, est très suivi. J'ai beaucoup de proches. Mon papa aime beaucoup le Racing Club de Lens. Donc, je connais bien ce club-là. Et pour les voir jouer quasiment tous les week-ends, je sais comment ils jouent et ce qu'ils font de bien. C'est très simple. En fait, quand on voit jouer Lens, il n'y a aucune surprise. 3-4-2-1, c'est bien huilé, c'est bien rodé. Chacun sait ce qu'il a à faire. Et le jeu du Racing Club de Lens est un jeu avant tout qui passe par les pistons. Les pistons, les deux du 3-4-2-1, sont deux joueurs qui animent les côtés et contribuent beaucoup au jeu de l'équipe. Les côtés sont essentiels, sont fondamentaux. Et ce soir, il y a tellement de situations où je me suis dit, mais c'est pas possible. On laisse carrément Frankowski déborder, centrer, Aguilar pareil. Rappelez-vous, Frankowski aux environs de la demi-heure de jeu, alerte très très chaude sur le but de l'OL, puisqu'il déborde côté gauche, il rentre dans l'axe, et là il donne un super ballon à Wai qui sur une touche frappe, et sans une parade monumentale de Lopez, ça fait déjà 1-0. Déjà 1-0, et on n'est qu'à une demi-heure de match. L'apport des pistons, on n'a jamais su le gérer comme il fallait. Malheureusement, c'est pour moi un des défauts du match, c'est qu'on n'a pas su gérer les côtés comme il le fallait, on a eu un bloc très très dense, très compact, mais dans l'axe, on a délaissé les côtés aux Lensois, qui ont pu faire ce qu'ils voulaient quand ils le voulaient, et deuxième point important, dans le 3-4-2-1 des Lensois, les deux qui vont soutenir l'attaquant, donc en l'occurrence Wai ce soir, et qui était donc Sotoka plus Pereira da Costa, les deux du 3-4-2-1, ils ont un rôle assez hybride. À la fois milieux qui viennent créer et participer au jeu, et en même temps offensifs qui prennent l'espace et qui vont être à la finition des actions. Et ils le font très très bien, c'est très rodé, très huilé. Ils vont créer au milieu de terrain un surnombre et en phase offensive apporter un plus pour soutenir Eli Wai. Ça, ils le font très très bien. Et durant tout le match, on n'a jamais su gérer cette problématique-là. On a trop souvent laissé libre Sotoka pouvant décrocher, contribuer au jeu. Da Costa, pareil, rappelez-vous, je crois que c'est aux environs de la 35e minute de jeu. J'ai en tête une séquence où vraiment c'est très symptomatique de ce que n'a pas su faire l'OL, de ce que n'a pas bien géré l'OL et ce que fait très très bien le RC Lens. Sotoka est aux 40 mètres, Aguilar lui fait une passe, donc il est tout seul, et là, au marquage, personne. À la fois, Mangala est en retard, Tcheletatsar monte au pressing, c'est trop tard aussi, ce qui fait que Sotoka est seul et il peut se retourner, prendre le ballon et donner un super ballon en profondeur à Pereira da Costa qui prend l'espace. Ça, malheureusement, trop souvent, on l'a mal géré. Et ce qui fait que durant quasiment tout le match, les deux offensifs du 3-4-2-1 côté lensois ont eu quasiment carte blanche pour décrocher, dézoner, apporter un surnombre et faire une différence. Et d'ailleurs, le 1-0 lensois, rappelez-vous, il vient d'où ? D'une percussion de Da Costa qui prend l'espace à gauche, qui dribble Cacré qui se fait éliminer facilement, et après sur un ballon juste très fort, très tendu, il trouve Sotoka qui marque une tête et ça fait 1-0. Et j'insiste, mais cette défaite-là,
c'est avant tout, il faut le dire, la victoire de Franck Hez sur Pierre Sage. En fait, trop souvent, on a un peu ce défaut consistant à analyser les matchs en disant ce que fait bien ou pas bien l'OL, mais il faut aussi dire ce que fait très très bien l'équipe d'en face. Et là, on affronte une équipe qui vraiment a très bien ciblé les points faibles de l'OL, ce qu'il fallait faire pour nous contrecarrer. Ça a été fait de façon admirable, et bravo à Franck Hez, bravo au Racing Club de Lens. Alors rapidement pour les tops et les flops. Alors concernant les flops, j'aurais pu en mettre beaucoup. J'aurais pu dire Nuama qui joue tête baissée, très peu intelligent dans le jeu. J'aurais pu dire Orban qui n'a pas fait oublier Lacazette, loin de là, et qui nous rappelle combien Lacazette est un joueur essentiel à cette OL là. J'aurais pu dire aussi Matic qui a été harcelé durant tout le match par Pereira da Costa qui n'a jamais su se défaire du marquage. J'aurais pu dire beaucoup de joueurs, mais j'en retiens un qui, pour moi, a vraiment été mauvais, encore une fois, c'est Ainsley Maitland-Niles. Contre Metz, rappelez-vous, en débrief, j'avais dit que c'était mon flop du match. Et ben là, rebelote, je maintiens, c'est aussi mon flop, parce que il y a beaucoup d'actions où il est trop loin, il ne cadre pas le joueur, il est trop loin du porteur, il est trop attentiste, trop dilettante. En fait, il n'a pas... C'est là où on voit qu'en fait, c'est un bon joueur de foot, mais il n'a pas les réflexes du bon défenseur. Quand tu es défenseur, il faut anticiper, il faut lire les ballons, il faut être agressif. Lui, il a plein de qualités, il est percutant, il a une faculté et un bon volume de jeu pour faire les courses attaque-défense, c'est très très bien, mais je pense que défensivement, il est encore trop lacunaire, et c'est pas un latéral droit. Au mieux, pour moi, c'est un joueur de 3-4-3, 3-4-2-1, 3-5-2, c'est un piston en fait, mais pas plus. Mon vrai flop du match, c'est Pierre Sage. Alors je vais pas me répéter, ça ne sert à rien, j'ai dit l'essentiel sur son cas, et sur le match qu'il a coaché, qu'il a produit. Pour moi, il y a plein d'erreurs tactiques qui sont qui interpellent, qui posent question. Donc pour moi, c'est le flop du match côté OL. Et pour le top du match, alors c'est dur parce que pour moi, il y a quasiment aucun joueur qui mériterait d'être top. Même s'il y en a un qui me plaît parce qu'il est jeune, il est insouciant, il joue juste, il est efficace et il fait une bonne entrée, c'est Fofana. Pour moi, c'est un joueur qui est toujours simple. Tu ne le verras jamais faire des gestes inutiles, des trucs qui polluent le jeu, qui complexifient le jeu. Non, il joue simple. Il est en mouvement, il est assez aérien dans les appuis, il est facile techniquement, il est assez délié. Bref, c'est un bon joueur de foot qu'il faut encore polir et faire progresser, mais je trouve que parmi ceux qui ont joué contre Lens, c'est peut-être le seul qui vraiment me laisse une bonne impression du match. Et là encore, mon vrai top du match, il n'est pas lyonnais, parce que trop souvent, on a un peu tendance à être lyonno-centré, mais il faut aussi voir ce que fait bien l'équipe d'en face, et pour le coup, il y a un joueur qui a été monstrueux du début à la fin, c'est Pereira da Costa qui a fait un match vraiment admirable, tactiquement intelligent, il a harcelé Matic, il ne l'a jamais laissé jouer, se retourner. Bref, un très très bon match à la fois défensif et offensif de Pereira da Costa. Et en plus, il est à la base de beaucoup de situations côté lensois et du but du 1-0. Donc vraiment, pour moi, c'est l'homme du match et nettement. Voilà les gars, mon débrief du match. C'est ce que je voulais vous dire, les quelques leçons que je tire du match contre Lens. Pensez à liker le contenu les gars, c'est super important, mettez-moi un pouce, vraiment ça paye pas de mine, ça prend 2 secondes à faire mais c'est super important pour la chaîne, donc likez le contenu, abonnez-vous, partagez, activez la cloche pour le référencement, bref, commentez, je lis tous vos commentaires et j'y réponds avec grand plaisir. Sur ce, ciao les gars, et surtout, allez l'OL.